j'arrête, qui est ergonome. Elle va nous expliquer un petit peu tout ça, comment on peut arranger ça, quelles sont les, je crois que c'est les premières causes de maladies professionnelles. Et ça, c'était la première cause de maladie professionnelle. Parce qu'on se lève ou on se couche toujours avec un petit mal de dos, un petit mal de cervical, avec quoi que ce soit. Donc, Fabien, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à venir partager avec vous quelques éléments de connaissance sur ces problèmes de musculo-squelettiques liés au travail. Alors, évidemment, bien sûr, il y a des musculo-squelettiques qui peuvent arriver dans la vie en dehors. Il y a pas pour d'autres choses que le travail. On va se concentrer là sur ceux liés au travail qui représentent aujourd'hui un peu plus de 80% des maladies professionnelles déclarées et indemnisées. Donc c'est vrai que c'est un enjeu sociétal majeur, y compris économique d'ailleurs, pour tout ça. Alors on va essayer de parler un peu de ça, de ce qu'on sait rapidement sur ce sujet-là, et puis des perspectives d'intervention, de prise en charge qu'on peut envisager. Je vais commencer par cette image qui est commune, mais on doit bien comprendre que la société a changé, les modes d'activité a changé à l'échelle humaine, et qu'un des facteurs principaux de ce changement, c'est la sédentarisation, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire à un moment donné où les sociétés se sont fixées sur un territoire, qui va jusque dans la sédentarisation au travail aujourd'hui. On ne se fixe plus sur un territoire, on se fixe sur un siège. Mais c'est un processus qui n'est pas nouveau finalement. Et dans cette évolution des sociétés vis-à-vis de l'activité physique, eh bien, le travail joue un rôle essentiel puisque nous passons environ 2 tiers de notre temps éveillé au travail durant toute une carrière professionnelle qui ne fait que s'allonger pour ceux qui sont en état de rester. Et donc finalement, ceux qui fabriquent cette activité physique globale est largement construite par ce que le travail fait de notre corps, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on en est à peu près là. Voilà. C'est-à-dire que le travail vous conduit à rester fixé en poste de travail longtemps. Avec des choix d'organisation du travail qui sont aussi des tendances lourdes qui datent de l'époque pré-industrielle, la première industrie automobile. Alors on appelle plus ça le taylorisme, mais les principes qu'on qualifie aujourd'hui de néo-tayloriens sont toujours là. D'organisation du travail qui tendent vers une spécialisation des individus dans leur activité. Parce qu'on y voit là, ou en tout cas un certain nombre d'organisateurs, de concepteurs du travail, y voient là une manière d'accroître la performance dans un contexte de recherche accrue de performance, de rendement, qu'on ne juge pas, mais c'est le contexte économique actuel. Et donc il y a des modèles d'organisation du travail qui traversent toutes les organisations. Depuis les années 1990 dans le secteur privé, depuis les années 2000 dans le secteur public aussi, fondée sur la spécialisation des individus et sous-entendu, parce que c'est pas dit mais ça va souvent avec, la baisse du niveau de qualification nécessaire, puisque si dans votre activité vous ne devez maîtriser plus qu'une tâche, vous avez besoin de moins de qualification que si vous devez en maîtriser un certain nombre. Et associé à ça, on voit arriver de plus en plus vite maintenant les technologies d'information, de la communication, qui ont pour effet de produire une mobilité des données, mais c'est d'en parler des personnes. Quand on a des technologies pour communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du bâtiment, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller le voir. Hein? Et alors, on a pour un certain nombre de secteurs professionnels ce mouvement-là, et puis on garde pour un certain nombre d'autres secteurs professionnels cette situation-là en rouge où il y a quand même des métiers dans des secteurs d'activité très exigeants physiquement, comme les métiers de l'agroalimentaire,
métiers du bâtiment qui restent réputés pour exposer les salariés à des facteurs de risque physique à des niveaux élevés. Et donc finalement, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que l'évolution de la société conduit finalement à spécialiser les gens dans des formes un peu figées de mobilisation sans corps. Soit du côté, c'est le premier cas que j'ai évoqué, une forme de sédentarité, on pourrait parler d'hyposollicitation du système musculo-squelettique, soit pour des métiers traditionnels dits manuels entre guillemets, une hypersollicitation, c'est-à-dire la concentration des activités physiques à des niveaux d'intensité, de fréquence, de durée très élevés. Et donc dans les deux cas, on est dans des excès de sous-activité ou de suractivité qui expliquent cette réduction très forte de la diversité des formes de sollicitation liées à l'exercice du travail. Alors bien sûr, on trouvera des cas particuliers qui ne répondent pas à ces deux cas de figure typiques que j'expose là, mais qui sont quand même des marques assez fortes de l'évolution de nos sociétés et de cet espace de vie qu'est le travail, qui est l'un des espaces dans lesquels on passe le plus de temps. Et donc, il faut bien envisager que le travail construit l'activité physique. Les modalités dans lesquelles on travaille imposent certaines manières d'utiliser son corps. Ça veut aussi dire, là vous entendrez évidemment le point de vue d'Anna Arnaud, c'est que on a peu de chances de transformer profondément et significativement, par exemple, la sédentarité professionnelle, si on ne s'intéresse pas à la transformation du travail. Je vais vous donner des exemples. Mais le parti pris, c'est quand même qu'il faut comprendre le travail pour comprendre comment certains déterminants des conditions dans lesquelles on exerce son activité professionnelle conduisent à être assis sur sa chaise. Autrement dit, par exemple, je vais dire vite comme ça, mais on est obligé d'aller vite, donner un siège dit ergonomique un peu plus confortable, qui permet à la personne d'avoir un peu plus mal un peu plus tard dans l'après-midi, ne fait que finalement renforcer sa sédentarité. Parce que ça lui donne une raison de moins de se lever. D'accord? Donc, attention au piège de raisonnement trop rapide qui refuse d'envisager le travail dans sa complexité. Et donc, voilà, on traverse, alors de par mes activités, mais pas que moi, c'est toute l'équipe qui est autour, on traverse un certain nombre de milieux professionnels et on rencontre, on va dans les entreprises, on n'est pas à l'occasion d'intervenir chez les pompiers, donc rassurez-vous, tout ce que je vais dire ne concerne pas le TIS. Je prends des précautions importantes, je n'y suis jamais intervenu. Mais par contre, voilà, il y a encore, c'est un exemple réel, il y a 2 semaines, un ingénieur méthode d'une entreprise me contacte, il a envisagé de recruter un apprenti ergonome parce qu'il ne comprenait pas que, parmi les gens conformes, il ne comprenait pas que ils avaient réorganisé tout leur atelier de logistique et finalement, pour le dire vite, tout avait été conçu pour amener tout au poste de travail. Et donc les individus qui avant se déplaçaient beaucoup, qui au cours de leur déplacement portaient les charges lourdes, ils n'avaient plus à se déplacer. Ils n'avaient plus à porter les charges lourdes. Mais ils avaient aussi plus à se déplacer. Et il y avait une recrudescence des plaintes. Donc je me disais, mais on ne comprend pas. On a réduit les sollicitations physiques, ils n'ont plus à se déplacer et on a plus de problèmes. Sous-entendu, le modèle de la prévention qu'il avait en tête, c'est celui-là. C'est-à-dire que moins je vais solliciter l'individu jusqu'à un niveau 0, j'ai l'impression que si ça marche, en gros, jusqu'à un niveau 0, le bas de la courbe, moins je prends de risques pour sa santé. Et c'est comme ça qu'ils avaient conçu le travail. Et ça, c'est un raisonnement extrêmement classique dans les entreprises, de la part d'un grand nombre d'ingénieurs, dont vous savez bien qu'ils ont largement la main sur la conception des situations de travail. Et évidemment, les connaissances qu'on a, c'est pas ça. C'est que l'hypersollicitation physique, qui est
est à droite de ma courbe, comme l'hyposollicitation physique, qu'on pourrait appeler la sédentarité, sont des facteurs de risque élevés. Et c'est là que c'est difficile, la prévention, c'est qu'il n'y a pas de seuil à partir duquel juste avant on était bien et juste après on n'est pas bien. Ça dépend d'équations individuelles et collectives, liées aussi aux capacités des individus, on va le dire, qui font qu'il n'y a pas une norme qui fixerait une règle pour tout le monde. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il faut avoir des formes d'intervention qui privilégient quand même le fait de bouger, mais pas trop. Voilà, pour être plus précis, je sais pas. Et puis, en face, on a aussi, évidemment, je ne parle pas des gens qui sont ici, mais des gens qui interviennent dans l'entreprise, parce que 80% des maladies professionnelles que j'ai évoquées, ça veut dire que c'est un sacré marché économique, la prévention de ces choses-là. Et donc, bien sûr, il y a un certain nombre de prestations qui sont vendues aux entreprises destinées à promouvoir l'activité physique et qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes, mais dont on peut voir qu'elles traduisent une forme de méconnaissance du travail. Par exemple, ces produits ergonomiques, j'ai parlé du siège tout à l'heure, là vous avez des exemples de sièges ou de plateformes au sol où on produit une forme d'instabilité, ce qu'on utilise un peu pour la rééducation des chevilles, vous avez déjà dû croiser ça, pour permettre l'objectif, c'est de permettre aux individus de créer une instabilité posturale qui favorise des contractions musculaires qui elles-mêmes produisent une activité physique favorable au maintien d'un certain nombre de capacités pour des gens qui travaillent l'ordinateur de manière sédentaire. Voilà. On trouve aussi des logiciels qui vous disent ça fait une demi-heure que vous travaillez, ou ça fait 2 heures, selon comment on l'aurait, et puis qui vous dit l'ordinateur il s'arrête. Vous ne pourrez continuer vos tâches que si vous revenez dans un certain nombre de minutes. Vous trouvez aussi des exemples des formes d'activité collective proposées sur le lieu de travail, encadrées par un spécialiste d'activité physique, qui permet, alors avant la prise de poste par exemple, pour des métiers un peu exigeants pour faire ce qu'on appelle des échauffements, ou des étirements pendant le travail, ou entre midi et 2, sur du temps de travail, de pratiquer un peu d'activité physique avec vos collègues. Vous avez aussi des formes de promotion de l'activité physique à un certain nombre d'entreprises qui favorisent l'accès, y compris en contribuant financièrement, à des formes d'activité physique hors du temps de travail, facilitant cet accès. Alors tout ça, dit comme ça, dans l'absolu, c'est plutôt positif. Sauf qu'il faut replacer ça dans ce qu'est le travail. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des gens qui ont des vies professionnelles parfois chargées, notamment ceux qui sont les plus sédentaires, c'est souvent des cadres aussi. Ça dépend du métier, mais donc qui ont des horaires de travail extensibles, on va dire. On a aussi des gens qui, durant leur carrière professionnelle, développent une vie familiale, ça arrive, et qu'il faille aller chercher des enfants, avoir des contraintes d'un certain nombre. Bref, miser la prévention sur le fait que chacun d'entre nous pourrait, tout au long de sa carrière professionnelle, surtout d'ailleurs quand on commence à être un peu usé, ça veut dire à 45 ans, ce qui est à peu près 40-45, ce qui est à peu près d'ailleurs le moment où vous commencez à avoir des responsabilités professionnelles et de la famille. C'est-à-dire le moment où vous avez le moins de temps pour faire ce type de choses-là. Et bien finalement, miser la prévention sur ça, ça va marcher pour une proportion assez faible de la population, sachant que, peut-être que Frédéric vous l'a dit ce matin, Frédéric Bouteille, grosso modo, on sait aujourd'hui que pour compenser 7 heures de travail assis, il faudrait faire 1 heure le soir d'activité physique intense. Voilà, donc tous les soirs, il faudrait être capable de faire 1 heure d'activité physique intense pour compenser les effets du travail sédentaire. Évidemment, la proportion varie si vous passez moins de temps que ça. Et donc, finalement, miser la prévention que là-dessus, c'est un problème. Et on a des entreprises qui pensent ou disent faire de la prévention parce qu'elles favorisent ce type de choses. Est-ce que vous avez envie d'aller bouger, vous exposer dans une forme d'expression de vous-même, qui est pas celle que vous avez à votre bureau tous les jours,
avec le collègue avec qui vous avez pu vous prendre la tête 5 minutes avant, avec votre hiérarchie, qu'est-ce que lui il a envie? Est-ce que la mise en jeu des corps est si anodine que ça, pour qu'on ne prenne pas compte des relations sociales qu'il puisse y avoir dans le reste de la journée de travail? Ce dont on se rend compte, encore une fois, quand ça s'est mis en place dans les entreprises, c'est que ça marche auprès des populations jeunes et déjà sportives. Finalement, pas forcément celles qui en ont le plus besoin. Est-ce que le message de l'ordinateur qui stoppe tout, il va arriver au bon moment? Comment il sait que c'est une tâche qu'on peut interrompre, ou une tâche qu'il ne faut surtout pas interrompre? Est-ce que le coût de réappropriation de la tâche n'est pas supérieur au bénéfice de l'interruption? Est-ce que le travail, c'est pas aussi un espace de mobilisation cognitive, et un espace de mobilisation psychique, au sens où faire bien son travail, c'est aussi très important. Et si les aménagements du travail sont vécus comme un frein au fait de bien faire son travail, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur peut se passer. Et enfin, c'est bien de favoriser des moments de situation de travail où on couple à une tâche une forme de sollicitation physique supérieure à celle qu'on pourrait avoir si l'individu ne bougeait pas. Mais sauf qu'il ne faut quand même pas que ça vous empêche de travailler. Hein? Et on sait très bien que quelques secondes, c'est rigolo, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, l'intérêt de cette situation, c'est qu'elle a un coût physique. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt du point de vue de la prévention. Mais ce coût physique-là, pour le supporter, pour maintenir l'équilibre, il faut être concentré dessus. Parce que quand les premiers symptômes de fatigue arrivent, et ils arrivent assez vite sur du travail statique, il faut pouvoir prolonger l'exercice pour que ça fasse effet. Et donc, si vous êtes concentré sur le maintien de votre posture, elle-même mise en situation de déséquilibre, vous pensez plus à votre travail. Vous ne pouvez plus vous concentrer sur ce qui défile sur votre écran ou sur la saisie informatique qui constitue l'activité. Et qu'est-ce qu'on rend compte? On se rend compte que les gens ils vont l'utiliser de temps en temps à un moment peu exigeant de leur travail, c'est rigolo. Mais quand il faut vraiment travailler, et c'est quand même le cas de la majeure partie de la journée, les gens n'utilisent pas. Et donc, à travers ces différents exemples, on voit bien qu'à la fois on bénéficie de connaissances sur l'activité physique, qui laissent penser qu'il faut tendre vers d'autres formes de sollicitation du corps, la diversification des sollicitations du corps au travail, puisque l'évolution que j'ai évoquée la spécialise, mais simultanément, il ne faut pas nier le fait que le travail est un espace particulier, un espace social particulier, où on côtoie des gens avec qui on se frictionne sur certains enjeux de notre travail, des gens avec qui on s'entend bien, mais avec qui on n'a pas forcément envie d'aller faire de la gym, et que l'équilibre psychologique, il passe aussi par le fait de traverser différentes sphères de vie, et donc différentes sphères sociales. Et pratiquer avec ses collègues de travail, c'est pas non plus toujours ce dont chacun rêve. Donc finalement, il y a quand même là c'est mon point de vue, une forme de séduction dans le discours lié à l'activité physique au travail, qui est fondée sur des connaissances produites hors du champ du travail. Et on applique ça au champ du travail comme si les activités de loisirs pour lesquelles on a ces connaissances étaient comparables à celles des activités de travail. Comme si ce n'était pas un espace particulier, traversé de ces particularités, dont il faudrait prendre compte. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, de toute façon. Mais je suis en train de dire que, probablement, qu'il faut coupler ça à des choses qui, fondamentalement, prennent en compte plus sérieusement les vrais enjeux du travail. Où est le travail dans ces mesures-là? Quelles sont ses exigences? Quelles sont les relations sociales qu'il traverse? Qu'est-ce qui fait sens pour l'individu? Qu'est-ce qui affecte l'individu? Ne pas prendre ne pas prendre en charge ces questions-là, c'est probablement, là, je suis obligé d'aller vite et d'être un peu caricatural, mais c'est probablement proposer une prévention assez théorique qui ne va pas toucher les cibles qu'on vise,
et pas, en tout cas, être à la hauteur des effets attendus. Parce qu'on a des connaissances sur les pathologies liées au travail qui montrent quand même que, alors il y a plein de modèles, mais ils sont tous à peu près convergents, qui montrent quand même que, évidemment, il y a des facteurs individuels. Donc tout ce qu'on vient de voir là, c'est quand même l'idée que le potentiel des individus, y compris physiques, à résister à certaines tâches exigeantes, il compte. Pas en train de dire qu'il ne compte pas. Mais c'est loin d'être le seul facteur. D'accord. Et d'ailleurs, au passage, si les maladies professionnelles que sont les TMS sont reconnues en maladies professionnelles ou à caractère professionnel selon les cas, c'est bien parce que la littérature scientifique a établi depuis très longtemps le caractère indiscutable et le poids indiscutable des facteurs professionnels. Autrement dit, ça veut dire qu'on a considéré, grâce à ces connaissances, notamment épidémiologiques, que, quelles que soient les capacités des individus, dans un certain nombre de situations, on va tous développer des troubles musculo-squelettiques. Donc la fraction du risque attribuable au travail est bien supérieure à la fraction du risque lié aux facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de susceptibilité individuelle. Pour le dire autrement, vous pouvez entraîner des athlètes de très haut niveau si vous les soumettez à certaines conditions de travail. Ça ne changera rien au fait qu'ils développent une pathologie. On a bien sûr des facteurs économiques. On sait très bien, par exemple, aujourd'hui que le chômage important est un facteur de risque indirect de survenue de TMS, puisqu'il génère une pression sociale à l'emploi qui fait que les gens se plaignent moins de leurs conditions de travail, donc ils acceptent plus longtemps des conditions de travail difficiles, et donc que les effets des TMS qui au départ sont une simple inflammation pandineuse, par exemple,